Synchronisé. Alors bonjour. Donc un titre un petit peu fait exprès pour vous présenter React. Alors on va voir comment ça va révolutionner le web. On va voir pourquoi est-ce que les composants de React peuvent peut-être nous aider à écrire du web. Donc je vais commencer par me présenter si j'arrive à avoir le focus. Voilà. Donc moi je suis Enguerrand Colson, donc je travaille chez Makina depuis septembre dernier. Je suis développeur JavaScript et mobile, notamment avec Ionic et Angular pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub. Donc Makina Corpus, pour ceux qui ne connaissent pas, société de développement en logiciel libre, société de services en logiciel libre. Donc on travaille beaucoup sur des projets de carto. Maintenant beaucoup sur du mobile, Drupal, voilà. On aime bien un peu tout ce qui est développement durable et agilité, donc voilà, on s'amuse très bien à travailler à Makina Corpus. Alors, donc React, c'est quoi? Voilà un petit exemple de code React, le plus simple possible. Donc vous avez dans le grand cadre là le code source de notre page. Dans le petit cadre là-bas, c'est le rendu. Et puis en bas à droite, c'est le code source généré par React. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donc une bibliothèque, deux bibliothèques. Maintenant, elles sont splittées. Donc une bibliothèque qui s'appelle React, une bibliothèque qui s'appelle React DOM. La bibliothèque React va nous permettre de créer les composants. Et la bibliothèque React DOM de les insérer dans le DOM de HTML. Il existe aussi React Native, qui donc va prendre la même bibliothèque React, mais avec une bibliothèque React Native pour gérer des composants natifs iOS et Android. Donc, comment on fait pour manipuler le DOM avec React? On positionne un élément dans lequel on va venir insérer l'ensemble de nos composants React, l'ensemble de nos composants composés de React. Et puis, on va écrire du JavaScript. Donc voilà une ligne très simple de JavaScript. Une méthode createElement, avec donc ici on reconnaît la balise P. Et donc cette méthode createElement va nous permettre de créer un élément React qui va contenir donc Hello World dans une balise P, et puis une méthode donc là sur React DOM render qui va nous permettre donc d'insérer notre composant P Hello World dans le nœud monté. Donc le node, c'est celui-là. Et donc voilà le résultat en bas. On repère un petit attribut data React ID qui va permettre à React de manipuler le DOM de manière un petit peu plus rapide et optimisée. Et donc, sans surprise, on a une balise P avec Hello World dedans. Donc c'est super. Donc c'est du JavaScript. Et voilà un composant un peu plus compliqué. Donc, en haut à droite, on a le rendu de ce composant, donc, qui se met à jour à chaque seconde. Et donc, voilà comment on va le patron d'un composant. Donc, on a toujours une méthode render tout en bas. La méthode render, c'est elle qui va vraiment décrire le composant qu'on est en train d'écrire. Donc celle de tout à l'heure avec P et Hello World. Ensuite, on a des méthodes de cycle de vie. Donc, getInitialState, ça va être l'état initial de notre composant. Component didMount et component willOnMount sont des méthodes qui vont être des fonctions qui vont être appelées au moment de création ou d'insertion dans le DOM de notre composant. Donc voilà, j'ai utilisé beaucoup le mot composant. Voilà pourquoi. Donc on aime bien utiliser les composants, hein. Ça nous facilite la vie. Donc les composants, c'est un peu tout ça. C'est Bootstrap, que je pense que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Donc chez Bootstrap, il y a des composants qui sont purement CSS, d'autres qui sont CSS et animés en JavaScript. Fondation qui fait un peu la même chose. En termes de spec et de web components, donc on a toute la petite colonne à droite
bosonique, polymère, Xtag, qui se proposent eux, de prendre les specs qui ont été développés. Je pense qu'elles sont encore en draft, mais elles sont pas loin d'être finalisées. Donc des specs qui permettent de créer vraiment des composants HTML. Et donc un des exemples les plus parlants pour moi des composants HTML, donc c'est la balise vidéo. La balise vidéo, c'est une balise qui existe dans l'API HTML. C'est une balise qui nous permet sans surprise d'afficher une vidéo et l'ensemble des contrôles pour cette vidéo. Donc nous, en tant que développeurs, on n'a pas grand-chose à faire, on n'a pas à décrire la forme du bouton play, ni ce qu'elle va faire. On écrit juste cette balise, on lui donne une URL vers une vidéo, on lui ajoute l'attribut controls qui va nous permettre d'afficher le contrôle sur la vidéo. Et donc on aura un composant simple qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Donc, comment ça marche le développement à base de composants? Donc on imagine une petite application simple, une liste avec des produits et puis une barre de recherche. Donc ici j'ai découpé en couleurs et en arborescence la composition de nos composants. Donc le composant principal, encadré en orange, qui va être un filter app productable, donc c'est vraiment le composant qui contient les autres composants. Et puis deux sous-composants, la search bar qui va nous permettre de mettre notre filtre et productable qui est le rendu de notre liste. Et puis donc d'autres composants, là, catégories et puis les produits. Donc, comment je vais faire ça en React? J'ai mes données tout en haut, donc un tableau de produits. Et puis j'ai mon arborescence de composants. Donc là on voit, c'est des composants assez haut niveau, on n'est plus au niveau de l'API HTML. Donc un composant qui s'appelle search bar par exemple, productable. Donc on reconnaît un peu les noms qu'on avait donnés sur le slide d'avant. Et puis des attributs. Des attributs avec des valeurs et les valeurs entre moustaches. Ces valeurs entre moustaches, c'est celles qui vont être générées au moment du runtime de la page. Et voilà. Donc on peut composer assez facilement et de manière assez lisible un composant complexe. Et donc chacun des composants va être décrit en JavaScript et va donc générer ce qu'il faut pour afficher notre petite application. Donc voilà, en format développé, vous pourrez jouer avec, il y a des slides sur Internet. Donc ici, si je retrouve mon pointeur, et que je vais là, donc ici, voilà, donc ça marche très bien. On peut même choisir que les produits en stock. Voilà. Donc comment ça marche? Donc déjà le HTML. Voilà l'HTML, très simple. Donc je charge ma librairie. Donc là c'est dans JS Fiddle, donc tout est inclus dans le script d'en haut. Et puis un conteneur, c'est là où je vais venir mettre mon premier composant, donc le productable filterable, que je vais retrouver tout en bas. Donc ici. Donc mon application va commencer par là. Donc elle va rendre dans le getElément byId container l'élément filterable productable. Ici, on va retrouver la déclaration de filterable productable. Donc, on retrouve les fonctions dont on a parlé tout à l'heure, getInitialState, render. Et ces fonctions, elles vont être render, filter productable. Voilà, render ne fait pas grand-chose. Il retourne l'élément div et puis deux autres éléments React. C'est là où on va être assez à l'aise pour composer une page HTML. C'est qu'il suffit donc à chaque fois de faire des petits morceaux de composants. Donc plus facile à tester, plus facile à maintenir. Et donc ici on retrouve donc dans nos accolades les éléments dynamiques. This state, this handle user input,
Tout ça sont des éléments que j'ai retrouvés ici. Alors, TheState, c'est ceux que je définis dans getInitialState. Donc, au début, mon composant, il a donc un filter texte vide, et puis un flag stock-only à false. Et c'est ça que je vais passer à mon search bar, ensuite, et à mon productable. Donc, c'est ce composant-là qui va avoir la responsabilité de mettre à jour cette information-là et de la rediffuser à ses sous-composants. Pareil pour onUserInput. Donc là, c'est une fonction. En JavaScript, on peut passer les fonctions en paramètres. Donc on va en profiter. Et donc sur search_bar, je vais lui passer l'action qu'il va faire quand l'utilisateur entre un texte. Et donc l'action, elle est définie là. Et elle met à jour, sans surprise, le filter texte ou le flag stock-only. Et donc on retrouve les autres éléments au-dessus, donc search bar, qui a un render un peu plus riche, mais qu'on reconnaît aussi. Donc un formulaire, un input checkbox. Voilà. Donc tout ça, moi, m'apparaît assez lisible. Pareil, là pour le table, on a donc des éléments table. Donc on a l'impression de voir du HTML ici. Il n'en est rien. Il n'en est rien, c'est du JavaScript. Je vais vous en parler un peu plus tard. Pour la lisibilité, on va continuer à imaginer que c'est du HTML pour l'instant. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de composer des éléments, de composer une page à base de composants? Donc voilà l'exemple de base de Facebook. Donc c'est eux qui ont écrit la bibliothèque React. Ils avaient besoin de gérer des badges sur la page de Facebook, des badges, des notifications, donc de messages lus, etc. Donc voilà 3 états qu'on peut avoir par exemple sur notre badge de notification. Premier état où on a tout lu. Un état où on a 4 messages non lus, et puis un état où on est vraiment, vraiment à l'arrache, et donc on a plus de 99 messages non lus, tout est en feu. Donc, à côté, j'ai mis le HTML qu'on doit afficher pour que l'application représente ces petits pictos. Donc, pour afficher ces pictos dynamiquement dans notre page HTML, on va manipuler le DOM. Donc manipuler le DOM, c'est 4 actions, donc ajouter des éléments, en supprimer, changer de place des éléments, modifier des éléments, modifier les attributs, etc. Donc ça c'est l'API DOM, on sait qu'elle est lente, et donc elle peut être un peu complexe, qu'on a jQuery par exemple qui permet de manipuler le DOM de manière un peu plus simple. Bon, en Vanilla, on peut aussi manipuler le DOM, mais vous verrez tout à l'heure que c'est beaucoup moins maintenable. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire pour passer d'un état à un autre? On va ajouter un span, et on va mettre dans ce span la valeur 4. Ou bien on va ajouter un span, on va ajouter le span du feu, et puis on va mettre donc le badge à 99+. Et voilà comment on va le développer en JavaScript. Donc, si je suis dans un état où j'ai juste ma petite cloche et que mon compteur est supérieur à 0, je vais ajouter du feu s'il n'y en a pas. S'il y en a, c'est pas la peine. Si je suis dans un état où donc j'ai ma petite cloche, mais je suis inférieur à 99 messages et qu'il y a du feu, je vais enlever le feu. Bon, s'il n'y en avait pas, je fais rien. Etc., etc. Donc, on commence à comprendre là que quand je vais manipuler et animer ma page HTML, je vais coder les transitions entre mes états. Donc, ajouter, supprimer. Avec React, alors non. Donc, coder les états, si j'ai 3 états, je vais devoir coder 6 blocs if. Donc à chaque fois, je vais avoir une transition à gérer. Si j'ai un 4e état qui arrive, je vais devoir ajouter 3 nouveaux blocs ifs pour gérer l'ensemble des transitions entre ce nouvel état. Donc la petite formule là, c'est
le nombre d'états au carré moins le nombre d'états. Ça nous donne le nombre de transitions qu'il faudra coder. Donc évidemment, sur cet exemple simple, si j'en rajoute un quatrième et un cinquième, je vais commencer à devoir prendre plus de temps pour développer une nouvelle feature. Donc une autre façon, c'est ce que propose React, c'est de coder les états plutôt que les transitions. Donc là j'ai 3 états, j'ai 3 blocs if en fonction de l'état de mon application, donc pas de message, 4 messages ou plus de 99 messages. Je vais afficher directement je vais coder directement les états. Donc tout à l'heure on a vu du code HTML, mais finalement React c'est vraiment une bibliothèque JavaScript où il n'y a pas de HTML dedans. Donc c'est ça le code qu'on va écrire pour écrire des éléments. Donc des create éléments imbriqués les uns dans les autres. Quand on commence à en avoir 4, on voit que ça commence à devenir un peu illisible. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va proposer JSX. JSX qui est une façon d'écrire du JavaScript qui ressemble beaucoup au HTML. C'est absolument pas du HTML, c'est vraiment donc il faut loader un transpiler JSX qui va donc transformer ce code-là, div class name notification, en ce code-là, create élément div class name notification. En revanche, ce qu'on voit tout de suite là, c'est que ce code qui définit mes états, il ressemble beaucoup au code que je vais avoir au final sur ma page HTML et puis que mon intégrateur a pu le faire, puisque on a vraiment, on peut presque copier-coller. Alors, mis à part l'attribut className qui va devenir classe dans HTML, on peut quasiment copier-coller les états HTML. Alors, des petites questions pour gagner les tasses. Je vais avoir besoin de votre participation. Donc on a 2 petites tasses Makina. Donc, est-ce que j'en ai parlé un petit peu au début. Donc la programmation déclarative et la programmation impérative. La programmation impérative va plutôt coder les transitions, alors que la programmation déclarative va plutôt coder les états. Est-ce que quelqu'un pourra répondre à la question? Est-ce que React propose une programmation déclarative ou impérative? Déclarative. Donc, voilà 2 petits exemples en dessous de programmation déclarative impérative, où on fait la même chose, on fait la somme d'un tableau d'éléments. Donc, quand on fait la somme avec une programmation plutôt impérative, on va expliquer comment faire la somme. Donc, on va boucler sur chacun des éléments du tableau et on va les ajouter à un total. La programmation déclarative, elle, on va juste programmer qu'est-ce qu'on veut. Et donc, on va utiliser par exemple la méthode reduce sur les tableaux, qui me permet de dire, moi je veux ce tableau sous forme de somme, et donc je rajoute chaque élément à la somme globale. Voilà. Je ne sais pas qui a répondu. Je reposerai une autre question. Bon, j'ai une deuxième question pour la deuxième tasse. Il faudra un buzzer en fait. Donc, très bonne réponse. Donc, est-ce que React écrit du HTML ou du code JavaScript? Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on lit beaucoup sur les forums. Oula, du code HTML dans JavaScript, c'est le bordel. Donc, pas du tout. C'est effectivement du code JavaScript. Du code JavaScript qui est un peu plus lisible avec du sucre syntaxique sur JavaScript. Donc on a ici number item et number list. Number item sans JSX et number list sans JSX. Donc les 2 couples de fonctions font exactement la même chose. D'un côté, on comprend ce qui va être généré, puisque on génère du HTML derrière, donc c'est plus lisible, ça apparaît plus lisible comme ça. Ici, ça peut devenir vite compliqué.
Même si bah, là, on voit bien que c'est du JavaScript. Donc, tu auras gagné une tasse. Voilà, alors, bon, j'essaie de faire une petite une introduction à React, parce que je pense que le principale chose à faire pour comprendre React, c'est de jouer avec. On peut jouer avec de manière très simple, donc bah, dans les JS Fiddle bien chargés. Donc ici, j'ai le code de ma startup là, qui s'appelle TuDiffuse, rien à voir avec YouTube, qui est donc une plateforme de vidéo. Donc bah, j'ai une image, 2 boutons. Si j'appuie sur lire, bah, ma vidéo se démarre, et puis si j'appuie sur pause, elle s'arrête. Alors celle-là, elle est peut-être pas assez visuelle. Voilà, hop, pause. Donc voilà, comment j'ai fait cette application-là. Donc on remarque que j'ai 2 fois le même composant. Donc ça va être l'intérêt de componentiser mon application. Donc ma page HTML de base. Alors là, on voit que ça peut être n'importe quelle page HTML, une page HTML qu'on a déjà, et dans laquelle on veut injecter des composants React parce que bah, on a envie de les maintenir de manière plus simple. Donc le header, etc. Et donc le lecteur vidéo ici, avec bah, une URL et puis une petite classe qui va permettre en JavaScript de la récupérer et d'injecter mon composant dans ce coin-là. Donc c'est ce que je vais faire ici pour l'ensemble des balises qui contiennent ma classe VideoPlayerContainer. Eh ben, je vais générer mon composant VideoPlayer et je vais récupérer l'URL qui est dans l'élément HTML d'origine. Donc bah, là, si je peux rajouter, si j'ai plein de vidéos, celle-là par exemple, je pourrais rajouter toutes mes vidéos de manière assez simple. Donc, mon vidéo player. Donc lui, il fait qu'une seule chose, il affiche la vidéo. Donc bah, là, j'ai utilisé la balise HTML. L'intérêt du coup d'utiliser la balise HTML vidéo et de générer moi-même les contrôles est peut-être minime, mais c'est juste pour l'exemple. Donc j'ai ma balise vidéo qui va reprendre l'URL de ma vidéo, et puis j'ai une balise Video Player Controls. Donc déjà on repère des balisages minuscules et majuscules. Donc c'est la convention dans React. Si c'est des balisages qui existent déjà dans l'API HTML, des balises qui existent déjà dans l'API HTML, c'est une minuscule, et si c'est des balises qu'on crée, c'est des majuscules. Donc, Video Player Controls, lui, on va lui passer en attribut 2 fonctions. Ces 2 fonctions, elles vont permettre de lancer la fonction play sur la vidéo ou pause. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a moyen de récupérer l'élément HTML généré, donc du DOM, le vrai, et donc de retrouver l'API du DOM qu'on aime bien en JavaScript. Donc ici, je vais donc passer Video Player Control. Je vais générer Video Player Control dans ma balise Video Player. Et donc Video Player Control est juste au-dessus. Donc il a un état initial. Donc c'est le bouton pause qui est actif et le bouton play qui est inactif. Il a un render. Donc là, on commence à comprendre comment ça marche. Toujours. La seule fonction indispensable pour une classe React, pour un composant React, c'est la méthode render. Tout le reste, c'est en fonction de si on en a besoin ou pas. Et donc ma fonction render renvoie 2 composants HTML qu'on connaît déjà, donc des boutons. J'ai utilisé le style Bootstrap en plus pour montrer que vraiment ça peut s'intégrer. C'est vraiment une librairie assez libre. On peut donc injecter les classes qu'on veut pour la décoration. On peut récupérer donc l'accès au DOM. Alors en Angular, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, il y a toujours moyen. Ici, là, c'est direct avec this.ref. Et donc, j'anime mes boutons en mettant un attribut onClick, donc qui va s'exécuter quand l'utilisateur va cliquer sur onClick. Et donc, l'activation de mon bouton,
ça va changer mon état de mon bouton. Donc le pause va devenir inactif et le play va devenir actif. Et puis je vais déclencher la méthode que le vidéo player m'a passée pour faire play. Et inversement pour faire pause. Donc je vais remettre mon état à pause à actif et puis déclencher pause. Donc voilà le code JavaScript de YouTube, enfin de mon YouTube à moi. Donc l'intérêt du composant, elle est assez claire ici, c'est que si je veux rajouter dans mon code HTML une nouvelle vidéo, je copie-colle cette balise, je change l'URL. Je peux même la générer avec jQuery ou PHP ou ce que je veux. Je génère ça, le code JavaScript se déclenche à l'ouverture de la page et va se charger de rendre l'ensemble des éléments pour avoir ce visionnage qui n'y est plus. Ah, c'est voilà. Donc voilà. L'autre intérêt des composants, c'est qu'on compose la page. Donc imaginons que je veux un bouton de volume en plus sur mon vidéo player. Et mon vidéo player, je vais lui rajouter un vidéo player volume dans lequel je vais coder ce que je veux que le volume fasse. Ou bien je l'insère directement dans Video Player Controls. Et voilà. Et donc voilà le code HTML généré par React. Donc on a vu notre code HTML, c'était de source, c'est 2 balises avec une URL de vidéo. Et là on reconnaît du code HTML non retouché, tout propre, avec ma balise vidéo et mon URL, mes boutons actifs et inactifs de lecture et de pause. Et donc toujours ce data React ID qui va permettre à React, au moment où il doit remanipuler le DOM, de savoir à quel niveau il va aller attaquer. Donc ça c'est le virtual DOM qui se charge de ça. Donc c'est un algo qui va aller modifier le DOM de la manière la plus simple possible. Donc si j'ai 2 éléments très séparés de mon arbre DOM à modifier, je vais directement modifier une seule fois mon arbre DOM avec le parent commun de ces 2 éléments-là. Donc c'est à ça que sert le virtual DOM. Un autre exemple pour vous montrer l'intérêt du code React par rapport à du Vanilla.js ou voire du HTML. Donc ici on a 3 blocs avec exactement les mêmes contenus. Donc le premier en HTML pur, le deuxième en React et le troisième en Vanilla.js. Donc en HTML pur, pas de surprise, une balise H2, une balise UL pour ma liste, des titres, des liens pour les adresses mail. Ici, donc, on va injecter nos 2 autres exemples en JavaScript. Donc, je commence par celui qui fait un peu peur. Donc, ça, c'est en Vanilla.js. Donc, l'API du DOM en JavaScript, elle est sympa, mais quand même difficile à maintenir. Donc, je crée un élément, je rajoute des fils à ces éléments, etc. Donc à chaque ligne, quasiment, j'ai un accès au DOM. Et donc ça va être très peu performant. Et puis en plus, pas du tout lisible, quoi. Et je parle même pas de la liste où là, commence à rentrer dans... Il faut écrire les éléments avant, puis après il faut appender sur l'élément de la liste. Donc voilà l'élément en React. Donc j'ai fait exprès de ne pas utiliser JSX pour que les 2 exemples soient vraiment le plus proches possible. Donc voilà, moi ça m'apparaît beaucoup plus clair. En plus, on voit ici les noms des balises que je veux générer. Et donc là, on voit bien la différence entre l'impératif et le déclaratif, où là vraiment j'ai mon rendu qui ressemble quasiment à mon HTML. Et en plus, grâce à JSX, je pourrais très bien copier-coller l'ensemble de ce bloc div, le mettre à la place de tout ce bloc-là. Et là, j'aurai donc exactement le même rendu, puisque JSX va réinterpréter les plus petits queues et tout ça, les balisages,
pour réécrire ça au final, et React donc va réécrire ça dans ma page web. Voilà pour la présentation de React. J'espère que ça vous convainc, que ça peut vous aider à développer des applications en JavaScript. Donc en plus, c'est un peu un phénomène React, parce qu'il y a donc des milliers de boîtes, des dizaines de boîtes, des centaines de boîtes qui ont réécrit des morceaux de leur page avec React. L'avantage, c'est que si on veut, je sais pas moi, réécrire le bandeau, réécrire un composant, réécrire notre table, notre data grid, on n'est pas obligé de tout refaire l'application. On peut juste remplacer là où il y avait notre élément bandeau, on met un tag HTML particulier, et puis avec le JavaScript, on va venir insérer dans cette chose-là le composant React un peu plus dynamique, un peu plus riche. C'est exactement la même chose que proposent les web components, où on va avoir un ensemble de code HTML, de JavaScript et de CSS qu'on va pouvoir injecter là où on veut dans notre page HTML. Donc, React, en plus de la communauté, c'est aussi beaucoup d'outils. Donc, des outils pour le développement, donc avec les DevTools, des outils pour l'écriture avec Redux ou React Router qui vont permettre de gérer les données dans mon application React. Webpack qui a été quasiment monopolisé par la communauté React, donc qui a la même chose que Grunt et Gulp en grosse maille. Pardon. Donc pour packager mon application, pour packager l'application JavaScript, Atelier, c'est un WYSIWYG de composants React. Voilà. Et donc pour écrire cette présentation, je me suis inspiré de ces présentations-là. Le bon plan pour bien commencer, c'est d'aller voir sur la page de Facebook. Donc il y a un billet de blog qui a été transformé en doc tellement il était bien fait. Il s'appelle Thinking in React, qui est pas dans la liste. Bon, il est en tout début dans le React blog, il est inséré dedans, mais bon. Donc Thinking in React, c'est le tableau de Product Table de tout à l'heure, là, où il nous explique, on a le designer et l'intégrateur qui nous ont écrit une belle appli statique. On va la découper en composants. Ces composants, on va les organiser entre eux et les écrire en React de manière statique. Et ensuite, on va injecter les données dedans, donc des données du serveur ou des données générées au cours du runtime, et pour animer notre page, notre application. Voilà, merci.